Une chanson douce que me chantait ma maman. Maman. Courtois ou ma douce, qui écoutait en s'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Dis papa, toi aussi tu grandis? Car ta peau est douce comme la mousse des bois. Tu chantes avec moi là, non? Maman, papa? Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Je t'aime aussi. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. Chut, ça pousse, ça pousse. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Bienvenue sur Graines de parents. Aujourd'hui, on va parler de créativité, ou plutôt d'atelier créatif. Nous avons avec nous Magali, Amélie et Nathalie, et bien sûr Laurent, pour parler de tout ça et de toute cette belle créativité qui va naître pour cette belle année 2017. Donc bonjour Magali, est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors, moi j'ai fondé Journal Créatif Annecy en début 2016 et je suis également professeure de yoga. D'accord, donc ça fait déjà quelques temps que tu élabores les ateliers créatifs. Oui, ça fait tout juste un an. Tout juste un an. Bientôt l'anniversaire. Qu'est-ce qui t'a amené à justement à te porter vers ces ateliers créatifs ? Les ateliers créatifs, c'est tout mon parcours qui m'a amené jusqu'aux ateliers créatifs et c'est surtout la conviction que on a chacun en nous cette ressource de créativité qui nous permet de vivre à notre plein potentiel. Et voilà, moi c'est ce qui me motive dans ce projet-là, c'est de pouvoir transmettre cet outil que chacun peut utiliser de manière autonome. Donc c'est à la fois la liberté que procure la méthode et tout ce qu'elle peut apporter en termes de connexion à soi et de meilleure connaissance de soi, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est pour ça que j'ai fondé cet atelier à Annecy. D'accord, tu nous expliqueras un peu plus par la suite ce qu'est l'atelier créatif, parce qu'on se pose tous des questions là-dessus. Oui. Et qu'est-ce que c'est, comment faire, qu'est-ce que ça peut nous apporter, bien sûr. Et toi, Amélie, qu'est-ce qui t'a amené à te former ? Parce que là, tu es en formation également des ateliers créatifs. Donc Amélie est aussi animatrice de la MJC Centre. Voilà, je travaille à l'Espace Famille à la MJC Centre. Et je suis actuellement en cours de formation de journal créatif. C'est une formation qui a été créée par Anne-Marie Jobin, qui est une personne formidable. Et donc, moi, c'est pareil, c'est un peu tout mon parcours. Je crois qu'on est tous des créateurs, on est tous des créatifs. Souvent, j'ai cette image de moi quand j'étais enfant et que je fourmillais d'idées. J'étais là, j'avais envahi la table de la salle à manger avec 1000 choses, des crayons, de la peinture, de la récup, et j'étais en train de me fabriquer un monde imaginaire. J'étais à fond dedans. Ça pouvait durer 1 jour, 2 jours. Déjà, des fois, j'essayais de gagner un peu de temps pour pouvoir laisser mon matériel sur la table. Et c'est des sensations qu'on perd petit à petit en grandissant. Si on se déconnecte un petit peu de ce qu'on a vraiment envie d'être, ce qu'on a vraiment envie de faire. De son imaginaire aussi, peut-être. De son imaginaire, ouais. Puis c'est une créativité. Enfin voilà, c'est la source, quoi. Quand on est enfant, on se pose pas de questions. On a envie de faire un truc, on le fait, quoi. Et c'est vrai que voilà, après petit à petit. Moi, au fil de ma vie professionnelle, je suis rentrée dans des choses un peu plus carrées. Bon, j'ai toujours travaillé avec les enfants, donc c'est vrai qu'avec les enfants, on a la facilité aussi de
le lien avec le monde imaginaire, avec la créativité. Ça. Et puis après, j'ai repris des ateliers d'art plastique pour moi, et là, j'ai vraiment reconnecté et retouché à quelque chose de plus profond, où j'ai compris qu'effectivement, on ouvrait les yeux sur un autre monde en pratiquant la peinture ou l'écriture. On voit les choses autrement et on prend beaucoup de recul, et ça fait un bien fou, quoi. Je pense que ça évite beaucoup de séances chez un psy. Une méditation déjà créative. C'est ça. Et il y a Nathalie également qui nous accompagne en tant que parent et aussi en tant que participante à des ateliers créatifs. Tout à fait. Donc moi j'ai découvert par mon amie Magali, et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que des fois, en restant trop dans le mental, on tournicote. On tourne et on trouve pas de solutions. Et concrètement, en fait, le premier week-end de journal créatif que j'ai fait, non, c'était pas le premier, j'en ai fait plusieurs. Le deuxième, ce qui vraiment m'a apporté quelque chose de constructif dans ma vie, c'est que j'avais demandé à réduire mon temps de travail à 60%, j'étais à 80%, et je voyais bien que j'avais pas assez de temps pour mes enfants, et j'ai tout simplement demandé un 70%. Ça peut paraître bête, mais c'est grâce au journal créatif que j'ai trouvé ce compromis, et qui a été accordé, accepté, et qui m'a apporté plus d'équilibre dans ta vie quotidienne, de famille. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve, le bienfait du journal créatif, c'est que des fois c'est libérer une réflexion créative qu'on n'a pas forcément quand on reste trop dans le mental et dans les idées qui reviennent du quotidien, un peu toujours les mêmes. Et là, de libérer cette créativité, ça fait du bien, de se sentir acteur de sa vie. Voilà, en lâchant la pression peut-être aussi. Ouais, en lâchant le crayon d'abord. Il nous laisse. Le cerveau agit tout seul. Exactement. Et donc, ces ateliers créatifs, comment ça se déroule, Magali? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Alors un atelier, ça peut se présenter donc de différentes manières. On peut venir à un atelier qui va durer 1h30, 2 heures. C'est ce que moi j'ai appelé les ateliers découvertes. Et on peut aussi venir sur des ateliers thématiques qui vont être des ateliers d'approfondissement, donc plus dans l'état d'esprit de développement personnel et puis connaissance de soi. Là, ce sont des ateliers qui durent 4-5 heures avec un thème particulier. Par exemple, en ce moment, c'est Vision 2017, comment j'ai envie de vivre mon année 2017. Évaluer les besoins et les priorités, les projets, les rêves qu'on voudrait mettre en place pour cette année. Généralement, je suis le rythme des saisons, le rythme du calendrier. Donc ensuite, on aura la Saint-Valentin, donc des ateliers à faire à deux, en couple, pour favoriser la communication de couple. Ensuite, il y a la journée de la femme, donc on va travailler sur journal de femme, ma féminité, comment je me vois comme femme, quelles sont les différentes facettes de ma féminité. Après, on a tout le printemps, l'été qui nous amène au projet, la créativité en elle-même, donc la création de projets. Et puis l'été, le repos, le temps de se nourrir, de recharger les batteries, et de nouveau la rentrée avec l'organisation, le tri, etc. Donc je suis à la fois le rythme des saisons et le rythme du calendrier. Donc à la fois c'est quelque chose de très créatif mais aussi de très concret sur notre vie quotidienne. Tout à fait. L'idée c'est vraiment de voir la créativité comme un moyen pour mieux se connaître et mieux atteindre son potentiel, en fait, mieux révéler ses talents, révéler son talent au quotidien. C'est vraiment la créativité au sens large du terme. Ça peut être tout simplement trouver des solutions pour le repas du soir, comme créer le projet de ma vie, mon entreprise, ou voilà, c'est la créativité du nom creatio latin, qui veut dire donner la vie, qui signifie aussi de manière plus concrète trouver des solutions. Nathalie en a parlé tout à l'heure, voilà, je sentais qu'il y avait un déséquilibre quelque part, j'ai trouvé une solution, demander une réduction de mon temps de travail, ben voilà, c'est ça aussi, être créatif, c'est juste s'ouvrir à toutes les possibilités qu'on a. L'idée c'est d'aller les chercher dans nos ressources intérieures.
parce qu'on a tous ces ressources-là, et que la créativité, quand on dit que tout le monde est créatif et qu'on n'a pas besoin d'être poète ou artiste peintre ou de maîtriser un art pour être créatif, c'est vrai. Et moi, c'est en faisant la découverte d'Anne-Marie Jobin et de l'école du jet d'encre que j'ai compris ça, que j'ai compris qu'on était tous créatifs, parce qu'on est tous capables d'aller, parce qu'on a tous d'abord des ressources intérieures et qu'on est tous capables d'aller les chercher et de les transformer en des solutions concrètes pour vivre mieux au quotidien. Donc pour vivre heureux. Donc même si on n'est pas un poète dans l'âme ou un écrivain surdoué ou même un peintre type Van Gogh, on peut quand même venir pour faire l'atelier créatif. Alors. Voilà, complètement, parce que c'est le processus qui compte. Et tu me demandais par rapport à comment se déroule un atelier. Le journal créatif, c'est une méthode, c'est une marque déposée par Anne-Marie Jobin en 2004, lorsqu'elle a créé l'école Le Jet d'encre pour justement former, à la demande de toutes ces personnes qui suivaient ces ateliers, des personnes qui pourraient devenir animateurs. Et du coup, c'est une méthode. Donc on a toujours un premier temps d'échauffement, qui se compose bien souvent de gribouillis. On va aller échauffer les poignets, on va aller faire du gribouillis comme on peut imaginer les gribouillis des enfants. On va aller tester son matériel, parce que le journal créatif, tout simplement, c'est un cahier page blanche de préférence, format A4 ou le format qu'on préfère, et puis des crayons de couleur, à la limite des feutres, des stylos de couleur, un peu de pastel ou de craie grasse et de pastel sec si on aime bien les matières un peu différentes. Quelques magazines, un crayon, un stylo et on est parti pour son atelier. Donc on a toujours un temps d'échauffement. Puis ensuite on va avoir des exercices en écriture spontanée, en dessin spontané ou en collage spontané qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus en profondeur, aller chercher des ressources ou aller explorer des thèmes. Et ensuite, on a toujours ce temps de prise de recul par rapport à ce qu'on vient de faire, un petit temps d'analyse, on fait le point, on observe sa page, on observe, comme disait une de nos formatrices, Nathalie Hanot, avec curiosité et sans jugement. D'accord ? Dans le cadre du journal créatif, on a des règles très simples. Confidentialité, puisque généralement ça se passe en petits groupes, on est entre 2 et 7 personnes. Intimité, on respecte l'intimité de chacun. Le journal créatif, c'est avant tout un journal, ça se présente comme un journal intime. Attention au jugement, aux interprétations. Dans le journal créatif, on part toujours avec un regard d'explorateur et pas d'interprétation. On explore ce qu'on fait, on observe avec curiosité mais sans juger et sans faire d'analyse catégorique. Par exemple, oh là là, j'ai utilisé du noir, ça va pas du tout en ce moment, je mets que du noir. Non, j'observe que j'ai utilisé du noir. Et puis j'observe ensuite ce que ça peut signifier pour moi, à quoi ça me fait penser dans ma vie en ce moment. Et on a aussi le silence, c'est une activité qui se passe généralement dans le silence. Ça reste un travail, même s'il est très ludique, très amusant et très créatif, quand même introspectif, où on a besoin du silence. Et c'est aussi l'occasion, dans le tumulte général du quotidien, de prendre un temps pour soi et en silence. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je sais qu'en deuxième partie donc, de cette émission, on va plutôt parler justement du lien entre atelier créatif et parentalité, parce que c'est vraiment le thème de notre émission, parce que je pense que ça peut apporter beaucoup à notre parentalité et à nos enfants. Finalement, tous ces ateliers créatifs, c'est quelque part une forme de coaching, j'ai l'impression, mais qui utilise du coup les ateliers créatifs, quoi, en tout cas, mais une coaching finalement qui vient de soi, j'ai l'impression. En général, quand on entend des cabinets de coaching, il y a quelqu'un qui nous suit derrière, qui nous aide à passer certains caps, à prendre des décisions. Là, finalement, c'est l'outil qu'on utilise nous, c'est-à-dire notre créativité pour essayer d'aller de l'avant. Et comme Nathalie qui disait tout à l'heure, de trouver des solutions à une problématique ou à un aménagement de temps de travail, tout ça, quoi. Oui, complètement. Moi, c'est ce qui m'a... j'ai complètement adhéré à la méthode parce que c'est une méthode qui nous rend notre liberté et qui nous donne notre... qui nous indique le chemin vers notre guide intérieur, vers notre coach intérieur. C'est-à-dire, on va aller soi-même chercher les réponses parce qu'elles sont déjà là. Et un coach, ce qu'il fait, c'est ça, c'est qu'il révèle, il nous met face au miroir de ce qu'on a vraiment envie de faire et de là où on en est. Le journal, c'est comme un miroir. Quand on va aller observer ce qu'on a fait avec le regard d'un témoin, on prend ce recul, on s'observe comme un témoin extérieur
Et effectivement, on voit nos réponses, on voit, en tout cas, on développe notre intuition aussi. Et vraiment, ce qui est complètement fascinant et que moi j'adore dans cette méthode, c'est cette autonomie que la méthode nous procure. Et du coup, c'est à la fois très satisfaisant et très intéressant. Ouais, effectivement. Okay. On va passer à la musique. Un peu de funk d'ailleurs avec le groupe The Funkies avec Point of No Return. Vous êtes sur Graines de Parents et on parle de créativité. Alors nous sommes toujours sur Graines de Parents et nous parlons d'ateliers créatifs. Et aujourd'hui justement, Magali va nous parler d'un petit exercice pour nous parents qui sont souvent énervés, on n'en peut plus. Et donc elle nous propose un petit exercice pour se relaxer, retrouver son zen intérieur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Magali ? Oui, avec joie, c'est un exercice que j'aime beaucoup, très facile à faire. Donc c'est un exercice créé par Anne-Marie Jobin, la fondatrice de la méthode de journal créatif. Vous retrouverez facilement cet exercice en image sur ma page Facebook Journal Créatif Annecy ou bien facilement sur YouTube en mettant Journal Créatif Zone de Calme ou certainement sur la page de l'école du jet d'encre. Alors on prend une page A4 dans un cahier puisqu'il nous faut 2 pages, d'accord ? On prend une page A4 et on a une autre page vierge derrière. Sur cette page A4, on va dessiner un petit carré au centre. À l'intérieur de ce carré, on va écrire zone de calme. Ce sera notre zone de calme.
tout autour du carré, vous allez pouvoir gribouiller, écrire les mots, les noms des personnes qui vous agacent, les choses qui vous agacent, tout le stress accumulé de la journée ou de la minute précédente, parce qu'on peut faire des grosses montées de stress en 1 minute seulement. Donc on va tout poser sur la page en ne dépassant pas dans notre zone de calme. Quand on a fini de remplir cette page, on pose nos crayons et à l'aide d'un cutter ou d'un ciseau, on va découper les 3 côtés de notre petit carré afin de pouvoir le replier, comme si c'était une petite porte qui s'ouvrait. Et on va commencer à dessiner notre zone de calme. Donc on va aller chercher les couleurs qui nous apaisent, on va aller dessiner les formes qui nous apaisent. Puis une fois qu'on a complété notre petit carré, on tourne la page, donc la page sur laquelle on aura découpé la petite porte. Et on a une nouvelle page avec au centre un tout petit carré. Et on aura tout le reste de la plage à compléter, tout le reste de notre zone de calme à compléter. Donc on va aller poursuivre ce dessin en suivant les lignes, en suivant les couleurs, en suivant les formes. Dans le journal créatif, le dessin est spontané. On suit la ligne, on suit la forme. D'ailleurs, si c'est un exercice qui vous est difficile à faire, vous pouvez tout simplement inspirer le crayon à la main et sur l'expiration, vous laissez partir le crayon là où il vous amène. On n'est pas dans du dessin technique. Est-ce qu'on peut aussi écrire des mots qui nous apaisent? On peut toujours écrire des mots qui nous apaisent et on peut aussi aller chercher des mots qu'on souhaite coller. On peut écrire des mots, faire des formes, des couleurs. Il y a toujours des consignes dans les exercices de journal créatif et au final, comme disait Amélie tout à l'heure en aparté, on fait ce qu'on veut. C'est ce que dit aussi Anne-Marie Jobin. Il y a la consigne et puis il y a ce qu'on en fait. Et la consigne est toujours là pour nous contraindre, pour aller un peu sur le modèle de l'Oulipo, le mouvement qui avait été créé par des écrivains, où on se donnait des contraintes très très fortes pour aller libérer la créativité. C'est l'exemple du roman La disparition qui a été écrit sans eux, par exemple. Mais la consigne n'est là que pour ça. Ensuite, on fait comme ça nous vient, on est toujours dans l'écoute de ce qu'on a envie de faire. La consigne est là pour nous donner un cadre et à nous d'être créateurs à l'intérieur de ce cadre. Tout à fait. Et c'est un des éléments importants du journal créatif, c'est le cadre. C'est ce cadre qui va faire qu'on est rassuré. On est dans une méthode qui est rassurante, qui est encadrante et qui ne va pas nous éparpiller sur des choses trop lointaines ou nous faire aller trop loin dans la créativité. Et finalement, ça rejoint la parentalité parce qu'à nous, parents, à nous de donner le cadre à nos enfants pour qu'eux puissent s'exprimer, être rassurés et puis développer leur propre créativité finalement. Tout à fait, c'est une très belle métaphore de ce qu'est la parentalité, effectivement. Et ça permet justement d'embrayer sur tout ce qui est parentalité et atelier créatif. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais déjà nous dire à partir de quel âge un enfant peut faire un atelier créatif ? Alors dans le cadre de la méthode du journal créatif, c'est à partir de 11 ans, puisque le dernier livre qu'Anne-Marie Jobin a écrit, qui s'appelle « Exprime-toi », s'adresse aux adolescents, donc à partir de 11 ans. Ensuite, on peut imaginer d'autres choses, bien sûr. Par exemple, un atelier que je propose le mercredi après-midi, parents-enfants, où là, on va simplement faire des dessins de mandala. Donc là, on s'adresse aux enfants à partir de 7 ans, puisque c'est des formes qui vont pouvoir reproduire, recopier, faire assez facilement. Mais la méthode du journal créatif en tant que méthode de créativité et de développement personnel, ce sera plutôt à partir de 11 ans. Pourtant, il y a des choses qui peuvent être assez simples et peut-être transposées à des enfants plus jeunes qui ont plutôt cet aspect créateur, comme des fois le découpage ou je me rappelle pas, parce que j'ai aussi participé à certains ateliers, mais je pense qu'il y a peut-être quelques exercices qu'on peut faire avec les enfants plus jeunes, non ? Oui, complètement. Après, je pense que c'est tout simplement du bon sens. On voit bien ce qu'un enfant est capable de faire ou pas. Et ce qu'on va prendre dans le journal créatif, c'est la technique. La méthode, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a quand même un processus à suivre pour être dans le développement personnel, mais les techniques qui sont des techniques d'écriture, de dessin et collage peuvent être utilisées comme ça, de manière ponctuelle, avec un enfant bien sûr. Parce que toi, Amélie, est-ce que tu l'as pratiqué avec tes enfants, avec ta grande par exemple ? Oui, de façon personnelle, ouais, avec ma grande, on a déjà fait du journal créatif, mais c'est vrai que je le présente vraiment comme un jeu. Moi, je vais plus le faire comme une introspection ou un moment pour moi, alors que là, je vais lui dire, viens, on va faire un jeu, on va faire du découpage, voilà, on va s'amuser. Je lui propose un thème et puis ou alors du collage spontané, mais on va dire
que oui, elle a pas du tout de la lecture qu'un adulte pourrait avoir. À la limite, elle s'en fiche et puis c'est très bien comme ça, quoi. C'est son moment à elle. Voilà. C'est aussi le principal. C'est aussi notre moment à nous quand on participe aux ateliers créatifs. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça amène les ateliers mandala parents-enfants que tu fais justement les mercredis après-midi? Est-ce que tu vois des choses s'élaborer dans la relation de l'enfant aux parents? Qu'est-ce que ça apporte? Oui, l'idée c'est de faire une activité ensemble, de venir ensemble à une activité. Donc ça crée du lien simplement de fait de faire une activité à deux. Et ensuite, donc chacun de son côté va faire son mandala. Donc simplement cette forme circulaire avec des petits motifs à l'intérieur. Et chacun va réfléchir au message de son mandala. Qu'est-ce que mon mandala me dit aujourd'hui? Quel est le message de mon mandala? Et ensuite, quand on a terminé, ça peut être l'occasion d'un partage. Donc l'enfant va montrer aux parents ce qu'il a fait, le parent montre à l'enfant ce qu'il a fait. Et à ce moment-là, s'il y a lieu d'échanger des choses, des choses s'échangent. S'il n'y a pas lieu, c'est juste un partage. Et c'est aussi très bien comme ça. Dans tous les cas, le mandala, c'est une forme circulaire. C'est dans le journal créatif, Anne-Marie Jobin s'est inspirée des travaux de Carl Jung aussi en psychologie. Et donc ça va être une forme qui va nous permettre de nous harmoniser, de nous centrer, de nous poser. Donc à partir du moment où chacun est centré, posé et en harmonie, il peut se passer de très belles choses et même des choses magiques. J'ai aussi une autre question. Donc, en dehors des mandalas, justement, qu'est-ce que les ateliers créatifs, nous, en tant que parents, peuvent nous apporter justement pour accompagner notre parentalité au quotidien? Alors, pour les parents, je reviens sur le slogan d'Anne-Marie Jobin qui est « Poser l'encre ». D'ailleurs, l'école s'appelle comme ça, l'école du jet d'encre avec un A. Poser l'encre dans des moments de vie où tout est bouleversé, où tout est chamboulé, les habitudes, les repères. Donc on peut, je pense, aussi voir la parentalité comme ça, puisque l'enfant est une personne qui vient interagir dans le couple qui était déjà établi avant son arrivée. Donc comme une traversée de cette période-là, le journal créatif peut permettre de poser l'encre. Et poser l'encre, ça va être simplement être à l'écoute de ce qu'on vit, être à l'écoute de ce qu'on traverse comme émotion, et simplement aller poser tout ça sur du papier, pouvoir prendre du recul par rapport à ces émotions-là, et ensuite y voir plus clair sur les besoins qui ressortent de ce travail-là, les limites qu'on a aussi, et du coup prendre les décisions qui sont le plus proches de ce qu'on est et le plus en cohérence avec soi-même. Voilà. Donc encore une fois, c'est vraiment chouette parce que parmi tous les conseils, tous les livres, tout ce qu'on peut trouver sur la parentalité et tous les conseils qu'on peut donner aux parents, ici c'est le parent qui va chercher sa ressource pour être le parent qu'il voudrait être ou le parent qui peut être à un moment T. Le journal créatif, c'est très instant présent. C'est complètement dans l'idée de l'instant T. C'est ce qui se passe à un moment donné. Et par rapport au journal créatif de parents, j'aimerais bien vous lire le texte de Christelle Richard. Donc Christelle Richard, elle est kinésithérapeute et elle est spécialisée en périnatalité. Elle a créé le centre Éveil et Naissance en Belgique. Et c'est auprès d'elle que je me suis formée pour les ateliers journal de maternité et journal pour les parents. Alors je cite Christelle Richard, « Comment accueillir toutes ces émotions ? L'amour, la fatigue, le rejet, car l'enfant vient chambouler notre vie. Comment accepter le sentiment de toute puissance quand il nous sourit, ou d'impuissance quand malgré tous nos efforts, il continue à pleurer ou à faire sa colère ? Comment faire le deuil de la grossesse où on avait le bébé en nous, rien que pour nous, et sage en plus ? Comment se pardonner de ne pas être la mère ou le père parfait, la mère ou le père qu'on rêvait d'être ? Que faire quand on est débordé par la fatigue et qu'on ne se sent même plus capable de s'occuper calmement de nos enfants ? Donc voilà, je trouvais que ce texte présentait bien la situation. Tout à fait. Cette remise en question de l'arrivée de l'enfant, tout ce que ça nous renvoie, toutes ces émotions aussi que l'on doit accueillir vis-à-vis de l'enfant, notre positionnement, ce qu'on a rêvé d'être en tant que parent et finalement ce que l'on est, notre impuissance. C'est vrai que tout ça, ça remue beaucoup de choses. Voilà. Et ça permet de les poser, donc et tu peux nous parler un peu plus justement de ce journal de maternité ? Oui, donc le journal de maternité, ça va être
vraiment l'idée de se connecter à ses ressources, l'idée de poser l'encre dans ce tumulte-là. Ça va se présenter sous forme d'un cahier, c'est la forme d'un journal intime, et il va avoir plusieurs étapes, plusieurs points. Le premier point, ça va être de raconter son histoire. Alors pour la maman, son histoire, ça peut être son histoire de l'accouchement, de la naissance de son bébé. Pour le papa, ça va être comment lui s'est senti dans l'accompagnement de tout ça. La deuxième partie, ça va être d'accueillir les émotions, donc d'accueillir les peurs, d'accueillir les joies très fortes, d'accueillir les blessures. Troisième partie, ça va être le temps d'apprivoiser son intuition de mère, son intuition de parent. Oser dire non, savoir prendre confiance pour se positionner quand il faut poser le cadre dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, on va avoir un temps pour honorer son corps de mère, donc là ça s'adresse plus à la maman. Honorer ce corps qui a été donneur de vie. Et finalement, la dernière partie de l'atelier journal de maternité, c'est un temps pour poser la situation, mon enfant, moi, mon couple, et tout ce qu'il faut adopter comme nouvelle manière de vivre. C'est aussi un très beau cadeau qu'on se fait à soi, puis qu'on peut faire à son enfant, justement, ce journal où on lui explique, nous, ce qu'on est intimement et ce qu'il nous a fait vivre, et tout ça, ça peut être vraiment un beau cadeau. Oui, complètement. D'ailleurs, c'est le problème du journal créatif, si j'ose dire qu'il y a un problème, c'est qu'on ne sait pas où ranger ses cahiers au bout d'un moment. Il y en a beaucoup. Mais c'est effectivement un beau cahier. On a l'habitude de voir les carnets de naissance avec les petits bracelets, les photos, etc. C'est une manière originale aussi d'avoir un témoignage de la naissance de notre enfant. Un témoignage très personnel. De notre naissance de parents aussi. Oui. Bah oui, parce qu'on est en tant que parent en même temps que notre enfant naît. Oui. Tout à fait. J'aimerais justement continuer sur la parentalité parce que le jeudi 2 février, il y a justement Amélie qui nous propose un atelier créatif bien particulier sur justement qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants. Donc ça va se passer le jeudi 2 février à la MJC Centre à partir de 20h. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Amélie ? Eh bien, ça va être un atelier qui va être justement présenté selon la technique du journal créatif. Donc ça va être un de mes premiers ateliers parce que je suis encore toute novice. Et justement, en parlant avec Magali, on va peut-être, plutôt que d'aborder la thématique de la transmission qui apparemment peut être un peu lourde, alors moi, n'ayant pas encore expérimenté beaucoup d'ateliers, je l'ai abordé personnellement, la transmission, de façon très légère. Et Magali me disait que ça pouvait être très lourd, donc peut-être on va peut-être imaginer ce qu'on pourrait se fixer comme objectif en tant que parent pour 2017. Ça peut déjà être un bon départ. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de travail. Voilà, pour cette première séance. Donc voilà, j'aimerais faire découvrir cette méthode aux parents qui fréquentent la MJC, et puis surtout faire découvrir en fait l'apport de la créativité dans un simple questionnement, parce que c'est vrai que bon, là autour de la table on est apparemment beaucoup à avoir déjà pratiqué, mais en fait dans la vie de tous les jours on est peu à prendre les crayons et à découper des images dans des magazines pour répondre à des questions. Et voilà, c'est peut-être montrer qu'avec des petites techniques ludiques, on peut se poser des questions et puis on peut tenter d'y répondre ou tout simplement de communiquer d'une autre façon, quoi. Tu veux dire quelque chose, Nathalie ? Oui, ce qui me paraît intéressant, effectivement, peut-être qu'on est peu nombreux à prendre les crayons pour libérer sa créativité. Maintenant, on parle souvent de confiance en soi. Et la confiance en soi, elle s'alimente aussi en prenant soin de soi. Et découper des images qui nous font du bien, ça fait partie de prendre soin de soi, à mon sens. Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'angoisse, de stress et qui souffrent de manque de confiance en soi, et je pense que ces techniques-là peuvent alimenter se faire plaisir à n'importe quel moment de sa journée, le soir. Enfin, c'est très simple et ça peut faire beaucoup de bien. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Moi, une des choses qui m'a beaucoup touchée quand j'ai démarré cette technique, c'est la non-recherche d'esthétisme et vraiment le fait qu'on n'est pas là pour se juger. On est encore moins là pour juger les autres, mais on n'est pas là pour faire quelque chose de beau, on s'en fiche, on est là pour faire en fait. Pour fermer les yeux un moment, respirer un bon coup et puis prendre les crayons et puis se lâcher. Et oui, effectivement, c'est une façon de reprendre les rênes sur soi, quoi, de se valoriser et puis de le faire soi-même.
Donc ça fait du bien. Puis libérer les tensions, comme avec la zone de calme. Oui, voilà. Je pense aussi que les mots peuvent apporter beaucoup pour libérer les choses quand on a beaucoup de pression, qu'on a envie de lâcher. Il y avait aussi l'écriture automatique, tu m'avais parlé il y a quelques temps. Oui, c'est vrai que c'était quelque chose que je faisais il y a quelques années, le fait d'écrire sans s'arrêter. C'était une technique que j'avais découvert en lisant un bouquin de Julia Cameron, Libérez votre créativité. Et donc elle préconisait d'écrire 3 pages le matin de façon instinctive. Donc c'est-à-dire qu'on ne lève jamais le crayon, puis on écrit sans s'arrêter. Et c'est un petit peu un genre de nettoyage du matin, c'est-à-dire qu'on va sortir, peu importe, hein, que ce soit une liste de courses ou une grosse colère qu'on a eue la veille ou un truc qu'on se répète en rengaine depuis 15 jours et qu'on n'a toujours pas fait. Et qu'on n'a toujours pas fait. Mais en fait, le fait de le poser sur un papier le matin, bah ça c'est fait. Hop, peut-être que ça va aider à le développer et à le poser. À le développer ou à le laisser de côté, qui nous laisse tranquille pour la journée. Et puis, Puis tu m'avais aussi parlé, ça m'avait beaucoup intrigué, de la main gauche et de la main droite. Si on écrit de la main gauche, c'est pas les mêmes choses qui vont ressortir que si on écrivait de la main droite. Alors oui, c'est une technique que j'ai pas encore explorée à fond, mais je l'ai fait un petit peu et c'est vraiment rigolo. Je pense que je l'ai pas encore fait, mais peut-être que je le ferai. De prendre un cahier en page A4. Donc ça c'est pareil, c'est des techniques que j'ai appris durant ma formation avec Anne-Marie Jobin, de se faire un dialogue main droite main gauche. Donc ma main droite qui parle à ma main gauche. Et c'est assez surprenant en fait. Je sais pas comment on va écrire ma main gauche par contre. Alors la main gauche elle écrit plus lentement en général dans un premier temps, elle prend beaucoup plus son temps, elle est cool la main gauche. Et voilà, c'est des petits jeux qui sont rigolos à explorer. Oui, moi ça me donne envie de faire ce soir pendant mon cours de yoga ludique la main gauche qui parle à la main droite. Je trouve que c'est un super exercice à faire pour les enfants. Oui. Alors pour peut-être juste spécifier qu'on parle de main dominante et main non dominante parce que tout le monde n'est pas droitier et du coup l'idée c'est ta main dominante qui pose des questions et la main non dominante qui répond. Et la main non dominante, en fait, qui a beaucoup moins de chances de s'exprimer dans le quotidien, c'est la main qui va aller parler des choses qui sont un peu plus enfouies, qui sont un peu plus cachées, des émotions qu'on exprime moins, de tout ce qu'on dit moins, de tout ce qui est un peu plus secret, parce que concrètement, c'est une main qui s'exprime beaucoup moins. Mais du coup, pour pas faire la confusion avec ceux qui sont droitiers ou gauchers, je voulais juste rappeler ça, que c'était main dominante et main non dominante. Merci de la précision. Et après, en fait, voilà, moi, c'est le muscle de la créativité qui est en marche. Et j'imaginais juste 2 poupées sur nos 2 mains, main gauche, main droite, et les poupées se parlent et elles ont plein de choses à se dire et voir ce que les enfants peuvent faire comme dessin et voir en quoi ils sont différents entre main gauche et main droite et utiliser la main gauche en dessin, parce que c'est vrai que dès tout petits, ils ont une main dominante et ils vont dessiner tout le temps avec leur main droite, alors qu'ils peuvent aussi s'entraîner avec la main gauche. C'est nous aussi, en tant que parents, on va plutôt donner notre stylo à la main dominante de l'enfant, alors qu'on peut très bien aussi lui donner le stylo à la main non dominante, et finalement, il va quand même écrire. Et c'est finalement aussi nous à nous remettre en question sur comment on va donner le stylo à l'enfant, pour justement lui laisser aussi la possibilité de s'exprimer différemment. Parce que je crois que la créativité, c'est aussi sortir des habitudes et oser faire différemment ce qu'on a l'habitude de faire, en fait. Oui, s'ouvrir. Belle fin, hein. Et en tout cas, on a plein de belles choses sur la parentalité et il y a plein de choses qui sont nées déjà rien que de cette interview sur les ateliers créatifs. Déjà, Nathalie a plein d'autres idées. Moi, je pense que ce soir, je vais faire ma zone de calme. Et je vais peut-être tenter cette semaine, peut-être pas ce soir, mais cette semaine, de faire travailler les questions auprès de ma main droite pour que ma main gauche puisse répondre. En tout cas, merci beaucoup et vous êtes tous invités à nous rejoindre, en tout cas ce jeudi 2 février, pour travailler votre parentalité et vos ateliers créatifs, enfin en créativité. Et puis, vous êtes aussi invités à rejoindre Magali, si vous le désirez, dans ses propositions d'ateliers créatifs. Tu as un site internet, Magali ?
Oui, c'est journal-créatif-annecy.fr et vous me retrouverez à l'atelier 1 rue de l'Industrie, face à la gare à Annecy. S'il y a un groupe de parents à Annemasse qui serait intéressé, est-ce que tu peux te déplacer sur une demi-journée, c'est possible ? Oui, bien sûr, il faut un minimum de 2 personnes pour organiser un groupe. Et ensuite, simplement prévoir une date ensemble et avec joie, je me déplacerai pour faire de la créativité avec les parents d'ici. Donc avis à tous les parents qui seraient intéressés, on peut se regrouper pour faire un atelier créatif, soit en tant que parent ou peut-être même parent-enfant. On peut peut-être développer des nouvelles stratégies créatives avec Magali, à nous de les proposer. Merci à vous d'être venus. Est-ce que Laurent, tu as des questions ? Rien, tout a été dit. Ça y est, tout a été dit. C'est magnifique. Non, ce que je retiens surtout, c'est que du coup, ce qui est important, c'est de faire une pause, de souffler et finalement de prendre du recul et de prendre du temps pour soi et de ceux qui nous entourent, quoi, au lieu d'être toujours la tête dans le guidon. En gros, c'est jeter l'encre avec un A, comme tu le disais Magali. Je l'interprète comme ça en tout cas. Merci à vous d'être venus et puis à nous d'être créatifs. Chut, ça pousse, ça pousse. Bonjour, je suis avec Manu Alonso, qui est artiste et qui fait beaucoup de spectacles pour les enfants. Et donc aujourd'hui, je suis allée voir Manu Alonso pour un spectacle pour les tout petits avec ma fille de 19 mois. Elle a été sage comme une image, elle a adoré la musique, de la guitare, il y avait du tambour, des bâtons de pluie, c'était vraiment génial, il y avait même de l'orage. Attention, attention. Donc là, on va demander à Manu de se présenter un petit peu et nous expliquer un petit peu son parcours. Orage, oh espoir. Alors ce matin, effectivement, c'était un spectacle pour les tout petits. Les tout petits, donc on généralement dit les 3 mois, 3 ans, ceux qui font dans des crèches, ceux qui sont tout neufs, quoi. C'est une partie de mon travail, donc je m'appelle Manu Alonso, je fais des spectacles pour enfants depuis bientôt une toute petite dizaine d'années. Et donc je n'ai pas commencé par le spectacle jeune, très jeune public, parce que c'est vraiment un travail à part entière. Il faut faire un petit peu, comme on dit, se mettre un peu à la hauteur de son public. Donc j'ai commencé à en faire vraiment quand j'ai eu un enfant et que j'ai découvert la parentalité et le lien que j'ai fait. En fait, mon travail il vient de mes anciennes expériences. J'étais sonorisateur avant. Pendant une douzaine d'années, j'étais ce qu'on appelle ingénieur du son. Et le son, depuis tout petit, me suit, m'entoure. Voilà, c'est mon environnement est fait de son, comme beaucoup de gens. Mais alors, j'ai depuis très jeune tendu l'oreille, comme les petits que j'avais aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a traversé les saisons. Donc les 4 saisons avec des tout petits hauts. Donc effectivement, à cet âge-là, on utilise quelques instruments de musique, comme par exemple la flûte, une flûte japonaise, la flûte hulusi, ou une flûte de pan, la guitare, comme tu as dit, ou des tambours, mais aussi beaucoup d'ambiance sonore. L'idée, c'est d'utiliser par exemple des appos, des boîtes à tonnerre, des tuyaux qui font du vent, pour recréer ensemble, donc avec les parents également, qui sont aussi acteurs que les petits et que moi-même, pour ensemble traverser ces saisons. Et je vous avoue que moi, personnellement, ça m'a fait du bien, parce que par les froids qui courent et la pollution qui me tombe dessus. Bon, je suis arrivé ce matin, j'avais plus de voix, donc je suis content d'arriver au bout quand même. Mais c'était vraiment agréable de traverser ensemble ces 4 saisons et on a pris un peu de temps sur l'été et je vous avoue que c'était vraiment bénéfique. Donc je n'ai pas commencé mon travail par les spectacles très jeune public. J'ai commencé moi par de la chanson pour adultes. Elle marchait moyennement, je vous avoue. Et puis un jour j'ai rencontré un groupe qui s'appelle Les Ogres de Barbac, qui est assez connu, un groupe de musiciens, une famille de musiciens. Et j'ai décidé avec leur accord de reprendre un de leurs spectacles qui s'appelle Pitocha au pays des 1000 collines, qui est un conte musical qui existe en disque, en CD audio, mais qui n'existait pas en spectacle. Donc il y a quelques années, j'ai monté ce spectacle, donc qui est fait de marionnettes, de beaucoup de musique évidemment, puisque Pitocha est un dompteur et un jongleur de sons. Donc je me suis un petit peu identifié. Donc ça, c'est un spectacle qui est pour les 3-8 ans, grosso modo. Il y a donc aussi quelques années, il y a bientôt 8 ans maintenant, nous avons fondé la compagnie Manudrine avec ma collègue Sandrine Jacquet, où là, on fait vraiment spécifiquement du conte musical. Donc Sandrine est comédienne, danseuse, conteuse, et donc moi je suis musicien également, donc ça m'a permis, cette collaboration, de me former aux techniques de comédien, de travailler aussi un peu le mime, le clown, tout ce qui est
concret au corps, car avec les enfants, surtout petits comme aujourd'hui, le lien au corps est très important. Ça m'a permis d'ailleurs de faire beaucoup d'interventions dans les écoles. Je suis intervenant musical dans la vallée du Mont-Blanc et en Haute-Savoie. Et ça me permet de faire des projets pédagogiques dans les écoles et vraiment de développer tout ce qui va être lien entre corps et musique, entre écoute et corporalité. Je peux rajouter un petit truc, c'est que donc, j'ai assisté au spectacle et c'est vrai qu'il y a vraiment un lien fort entre ce qu'on va écouter, comment les enfants réagissent, ce que vont faire les parents. Et c'est vrai que de spectateur, on devient vraiment acteur. Et c'est vrai que c'est très très intéressant cette manière de fonctionner, surtout pour des tout petits, qui ont eu un temps d'attention très limité, et que finalement ils puissent devenir acteurs, qu'ils puissent vadrouiller dans la salle et s'amuser également, jouer avec les criquets, parce qu'ils ont aussi fait le son des criquets, pouvoir faire le son de l'orage, être à côté de papa et puis ou de maman et puis faire le tambour. C'est vrai que c'est génial. Finalement, c'est un travail de famille. Enfin, c'est une rencontre entre des familles et moi. Et l'idée, c'est de vraiment faire ensemble. Mais tout au long en fait, dans l'ensemble de mes spectacles, là, par exemple, ce mois-ci, on est en mois de décembre, c'est une grosse tournée d'hiver. Je tourne sur 6 spectacles différents, donc ça permet maintenant, j'ai un peu de recul sur ce que je fais. Et effectivement, aussi bien en solo, donc avec Pitocha au Pays des Mille Collines, ou les spectacles jeunes publics que sont les saisons, dans ma forêt, et avec le travail que je fais avec la compagnie Manudrine, on a tout le temps dans nos spectacles des parties interactives. Alors pas forcément, on utilise maintenant l'improvisation parce qu'on a l'habitude, mais toujours dans un but quand même assez calculé. Par exemple, dans le Grand Voyage de Kumakoué, qui est un spectacle, qui est un conte d'Afrique du Sud, qui est un conte zoulou traditionnel, qui remonte à des siècles, à la fin, on reprend l'histoire avec les enfants et les adultes qui sont là, par la danse, par la corporalité, simplement pour transmettre le fait que en Afrique, on est beaucoup dans la culture orale, mais on peut aussi transmettre par le corps, ce que font beaucoup les griots en Afrique. Donc nous, voilà, on essaye de le reproduire ici, parce qu'on est aussi intéressé vraiment par la danse. Mais par exemple, pour le spectacle Quand les enfants avaient des ailes, qui lui touche un public un tout petit peu plus grand, 3-5 ans pour démarrer, c'est bien, jusqu'aux ados, on peut dire même les adultes, puisque ce spectacle traite de la parentalité, de l'éducation et du rapport à la liberté et de la domination, entre guillemets, des parents sur les enfants. Voilà, donc on parle d'autorité, on parle évidemment, Noah est un enfant qui est né avec des ailes, à une époque où ça ne se fait plus du tout, où il y a encore quelques enfants qui ont des ailes, mais c'est très très rare. Et donc, on va le suivre dans ses aventures et notamment dans son rapport avec ses parents, qui l'oblige un petit peu à rentrer dans la norme, à couper ses ailes ou à les cacher. Et comment, quand on va partir du bébé jusqu'à l'adolescence, on va pouvoir vivre avec ce corps, sa différence, sa singularité. C'est un peu le thème principal du spectacle. Et comme d'habitude, on finit par une partie interactive avec le public, où là, on va être un peu comme toi aujourd'hui. On fait une petite interview de notre public, aussi bien. Et là, c'est là que ça devient intéressant, des enfants et des parents, en posant une question très simple, a priori, qui dit « Pour toi, c'est quoi être grand ?» Et je vous avoue que c'est vraiment super intéressant, voire très drôle, d'écouter les réponses qu'on peut avoir. Et on utilise après, à chaque fois, on enregistre sans le prévenir au départ, parce qu'il faut un peu de spontanéité, puis on réutilise ça dans le spectacle suivant, dans la représentation suivante. Et c'est très intéressant. Donc, tout ça pour dire que, quel que soit le sujet qu'on aborde, on y travaille beaucoup, et on essaye aussi de faire du travail collectif. C'est-à-dire que ce spectacle, Quand les enfants avaient des ailes, avait été aussi créé à la base, suite à des discussions avec des parents, des enfants, des groupes de discussion. Je vais rebondir sur le fait que tu poses la question qu'est-ce que grandir ? Parce que finalement, nous, notre émission, c'est Graines de parents. Et c'est vrai que finalement, en tant que parents, on grandit également avec notre enfant. Il nous fait évoluer, il nous pose plein de questions, finalement, il nous remet en cause et on grandit avec lui. Et finalement, on ne cesse de grandir tout au long de notre vie, même en étant parents. Je crois qu'on se comprend bien et qu'on s'est bien trouvé, puisque je sais que maintenant je dis plus en vieillissant ou avec l'âge, je dis en fait j'ai grandi malgré que j'ai plus tout à fait 15 ans, mais effectivement je suis tout à fait d'accord, c'est la bonne expression, c'est-à-dire qu'on grandit ensemble. Donc avoir un enfant évidemment c'est grandir soi-même aussi et faire grandir, faire pousser, j'ai envie de dire, une personne qui vient au monde et qui est une personne dès le départ qui a
ces différences, voilà, et c'est des sujets qui sont intéressants à aborder en ce moment, de tout temps, mais peut-être spécialement en ce moment où on a un petit peu de mal à accepter la différence, un petit peu de mal à donner encore du sens au mot tolérance. Et évidemment, quand on est parent, on accepte son enfant, j'imagine dans la plupart des cas, on accepte son enfant avec ses différences, avec son rythme, comme ce matin par exemple. Ce qui est intéressant avec les tout petits, c'est qu'il y a une distance de sécurité. En fait, finalement, avec les tout petits, on revient dans un monde animal. Et c'est très intéressant parce que chacun a besoin de sa distance. Il y a des enfants qui vont être présents tout de suite, qui vont approcher, qui n'ont pas peur, d'autres qui vont prendre leur temps, qui finalement vont être très actifs dans la séance, d'autres moins. Et je trouve que finalement, moi mon travail avec les adultes qui les accompagnent est exactement le même. C'est-à-dire qu'on ait 2 ans ou 40 ans, chacun a sa particularité, chacun a sa distance, chacun a sa manière de rentrer en communication. Et l'idée c'est qu'à la fin de la séance, on est un petit peu, je dirais pas communié parce que c'est pas du tout le bon terme, mais qu'on ait partagé, qu'on ait fait un. Et par exemple, il y a des moments, moi ce matin, c'est ce que j'ai ressenti quand il y a les grillons qui se mettent à criqueter un peu dans tous les sens. J'ai l'impression, je dis ça y est là, on a une vraie bande de grillons, on va pouvoir s'envoler ensemble, ça va être génial. Je trouve ça très très intéressant ce que tu dis parce que finalement on fait qu'un et dans sa singularité parce que chacun peut exprimer ce qu'il était. C'est-à-dire que moi, il y avait le copain de ma fille qui a le même âge, un petit peu moins, il doit avoir 17 mois, mais alors il a couru dans toute la salle, lui il était à fond dedans, il est pas du tout timide. Ma petite, là, elle était fatiguée, donc elle est restée sur les genoux, soit de la nounou, soit sur les miens. Ensuite, il y avait le plus grand qui lui était super timide, tu t'es approché de lui, hop, il s'est caché. Et donc c'est vrai que chacun a pu évoluer dans sa singularité en étant maître de ce qu'il était. Et c'est vrai que je trouve ça vraiment intéressant et c'est peut-être ça la richesse, c'est qu'on peut faire un spectacle, que tout le monde peut l'interpréter de sa manière et peut le vivre à sa manière. Et c'est vrai que c'est ça, au lieu qu'on reste tous assis d'une certaine manière, chaque enfant l'a vécu d'une manière différente et on était libre. Et c'est vrai que cette liberté, on l'a bien ressenti, était vraiment agréable parce qu'on n'empêchait pas l'enfant d'évoluer comme il en avait envie, de bouger. C'est important d'avoir les conditions pour le faire. Si on était, ce matin, je pense qu'on était une vingtaine d'enfants et les parents. C'est vrai qu'à cet âge-là, c'est important qu'il y ait quand même, qu'on soit pas trop nombreux, parce qu'après c'est risqué. C'est quand même une aventure. Et c'est vrai que c'est intéressant. Si vous arrivez le matin dans une crèche ou avec un public comme ça que vous n'êtes pas bien réveillé, soit ils vont très vite vous réveiller ou c'est une aventure. Parfois on n'arrive pas au bout. Puisque voilà, c'est aussi des individus qui se rencontrent, des fois ça le fait plus ou moins bien, ou c'est très bruyant, voilà. Moi je prends des risques aussi en donnant des instruments, donc que ce soit des bodranes, des percussions ou des bruitages, ça peut être aussi un gros bazar. Et là c'est super intéressant. Bon non, la plupart des cas ça marche très bien, mais cette liberté elle est importante et voilà. Et c'est important de trouver des structures comme les Michel Dalmas où on peut faire ça. Où moi je sais que ça fait quand même quelques années que l'équipe me fait confiance. J'ai joué déjà à peu près tous mes spectacles, Pitocha, Le Grand Voyage de Kumakue, Quand les enfants avaient des ailes. Anto et Numa aussi, c'est un duo où là, donc c'est une autre partie de mon travail qui est le cirque. Voilà, moi je suis musicien à la base, mais je suis très intéressé comme un enfant. Moi j'ai toujours envie d'apprendre, donc j'apprends sans arrêt des nouveaux instruments et aussi des techniques, par exemple le jonglage. On fait aussi de l'acrobatie. Donc on a pu venir jouer ici et c'est un lieu qui nous permet, de demander aussi des conditions nécessaires au spectacle vivant et à cet échange. On pourrait être beaucoup plus froid, être moins en interaction si on n'avait pas les bonnes conditions. Et là en plus on est vraiment dans une période, le mois de décembre pour nous qui est importante. Nous qui faisons du jeune public, c'est que du coup on joue énormément. Moi je fais 22 spectacles en 15 jours, donc c'est un peu les Jeux Olympiques. C'est un peu de l'athlétisme du spectacle là. C'est du sport à haut niveau à ce compte-là. Voilà, on peut dire le plus dur c'est de pas être malade, de pas se blesser. Mais par contre ce qui est super intéressant c'est tous les lieux dans lesquels on peut aller jouer. Donc aujourd'hui on est dans une salle intime, super. Il y a quelques jours j'étais à l'Agora à Bonneville pour un spectacle pour 200 enfants. Il nous arrive de jouer devant des salles de 500, 600 comme aussi bien 10 personnes. Ça c'est génial. Et donc du coup notre rayon d'action est basé au départ en Haute-Savoie. Donc on a, je pense, écumé un peu toutes les salles de la Haute-Savoie avec donc moi en tout cas avec mes différents spectacles. Ça m'a vraiment permis d'aller voir des publics différents, des lieux, des organisateurs différents. On travaille aussi beaucoup avec les écoles, qui est un secteur qui est encore intéressant,
car malgré tout ce qu'on peut entendre, moi je ne fais que rencontrer des instituteurs, des institutrices, des professionnels de l'éducation nationale qui sont motivés, qui essayent de garder une ouverture d'esprit et de la transmettre aux enfants malgré le travail qu'on leur demande qui est de plus en plus administratif. Voilà, moi je tiens vraiment à les saluer parce que nous on a pu avancer aussi comme ça. On a une belle réputation en Haute-Savoie et pas que, Rhône-Alpes aussi maintenant et un peu le reste de la France, grâce aussi à ces collaborations, donc grâce à des organisateurs qui nous font confiance, grâce à des équipes d'enseignants qui sont intéressés, avec qui on monte des projets. Moi, chaque année, je monte au moins 1 ou 2 spectacles avec une école, où là, on fait vraiment que de la création, et il y a une très belle ouverture d'esprit, une très belle transmission, et le spectacle permet de rentrer dans la pédagogie, de travailler, que ce soit du français, même des mathématiques, en fait, on utilise tout. Voilà, moi, je suis content que ce lien existe encore, parce qu'on sent qu'il est mis en danger actuellement, ça c'est évident. Nous, on a pas mal d'instits qui écoutent Radio Mani, donc ils peuvent te contacter pour justement faire appel à tes spectacles ou même des associations de parents, le sous des écoles, etc. Ils peuvent te contacter pour faire un spectacle de fin d'année ou en cours d'année sur une thématique particulière? Oui, bien sûr. Avec donc mes différents spectacles et interventions, on peut s'adapter à vraiment la plupart des événements. Et donc évidemment, on peut nous retrouver sur Internet. Me retrouver, je dis nous parce qu'en fait, j'ai quand même plusieurs collaborations. Donc avec circassiens, danseurs, comédiens. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur spectacle au pluriel @manualonso.com. Alonso, A-L-O-N-S-O. Voilà, puisque souvent on l'écrit autrement. Déjà, vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu, il y a de la vidéo, il y a évidemment toutes les explications des spectacles, des projets pédagogiques, culturels qu'on a pu faire aussi dans différentes structures. Et évidemment, qu'ils n'hésitent pas, parce que c'est un métier, évidemment, faut vivre. Mais c'est la motivation qui nous fait vivre. Et nous, ce qui est intéressant, c'est toujours des nouvelles rencontres, des projets, d'échanger. Donc n'hésitez pas, venez échanger, venez sur mon site et vous pouvez évidemment laisser des messages, rentrer en contact pour toutes sortes d'événements, ne serait-ce aussi que pour se renseigner. Moi, très souvent, j'ai des profs des instituts qui me posent des questions sur les instruments, parce que moi j'adore les musiques du monde. J'ai des interventions dans les écoles où j'ai au moins une 50aine d'instruments de musique du monde. Donc je peux les conseiller sur de la fabrication, sur aussi des lieux où on peut trouver des bons instruments qui tiennent la route. Et puis voilà, échanger, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, en parlant de musique du monde, il y a une nouvelle émission sur Radio Mani sur le conte africain. Donc je vous appelle, vous pouvez bientôt venir écouter le conte africain sur Radio Mani. Je pense que c'est vraiment en lien aussi avec ce qu'on a vu ce matin. Il y a beaucoup de choses, parce que ce qu'on a pu remarquer quand il fait son conte, c'est qu'il parle et après il chante à la fin de chaque conte. C'est très très beau et c'est vrai que le corporel est vraiment lié à la manière de conter. Et j'ai aussi quelques questions, Manu. Peux-tu nous dire dans quelle structure tu fais tes spectacles? Parce que je suis sûre qu'il y a d'autres parents qui aimeraient bien te rencontrer et te voir. Sur ton site déjà, est-ce que tu notes les structures dans lesquelles tu interviens pour tous les publics? Ou comment peut-on faire si on est parent et qu'on a envie de faire découvrir ce spectacle à nos enfants? Alors effectivement, sur mon site, il y a une rubrique agenda. Donc tout simplement, vous pouvez voir les lieux où je joue toute l'année. Donc là, en ce moment, elle est bien remplie. Après, il suffit simplement de laisser un petit message pour dire voilà, moi j'aimerais venir vous voir. Je sais pas, par exemple, je marque pas toujours les horaires précis parce que je les ai des fois tardivement. Mais il faut surtout pas hésiter à rentrer en contact. Ça ne vous coûtera rien, évidemment. Et ensuite, les différentes structures donc sont inscrites sur le site. Mais comme ça, en vrac, ça va être aussi bien donc des écoles, des salles de spectacle comme l'atelier à Cluse qui nous suit beaucoup, avec qui on fait vraiment un travail super intéressant, que ce soit pour la création de nos spectacles ou que ce soit pour l'accompagnement je sais pas, moi récemment j'ai fait un atelier de percussion africaine pour des jeunes ados en grande difficulté. Donc on a joué beaucoup de nos spectacles et ça va être donc tous les théâtres de la Haute-Savoie. Je crois que franchement on a pratiquement fait le tour, on est content d'y revenir souvent. Mais aussi on fait beaucoup de festivals l'été, donc très souvent à Festimum, je suis venu quand même souvent, mais aussi bien l'enfance de l'art en Ardèche, que les enfants d'abord à Salange, que Zicanville à La Roche-sur-Foron, là pour citer des noms que tout le monde connaît ici, mais aussi dans le reste de la France. Donc évidemment vous retrouvez tout ça sur le site, et voilà, n'hésitez pas, venez. Merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Manu? J'ai envie de dire à tout le monde, grandissez bien, mais pas trop vite. Merci. Une chanson douce que me chantait ma maman. Maman. Pour toi ou ma douce, qui écoutait en s'endormant.
Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Dis papa, toi aussi tu grandis? Car ta peau est douce comme la mousse des bois. Tu chantes avec moi là, non? Maman, papa? Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Je t'aime aussi. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. Chut, ça pousse, ça pousse. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fait dodo, dit papa, dit maman.